Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Bonsoir chers invités de Studio Tamani. Lutte contre l'immigration clandestine est réellement une priorité au Mali. Plus de 100 migrants sont arrivés au Mali il y a de cela 2 semaines de l'Algérie. Malgré ces rapatriements et les différents risques, les candidats à l'immigration se multiplient. Quelles sont les causes de leur départ? À quoi sont-ils exposés? À quoi faut-il s'attendre après l'annonce de la suspension des activités des Médecins sans frontières dans certaines prisons de la Libye? Quelles sont les mesures prises et mises en place par les autorités pour lutter contre le phénomène? Débat sur ces questions dans ce grand dialogue. Nos invités sont M. Boulaye Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens établi à l'extérieur. Bonsoir. M. Mamadou Koné, chargé juridique à Monsieur Mamadou Konaté, chargé juridique à l'Association malienne des expulsés, AME. Bonsoir, Monsieur Konaté. Et au téléphone, nous avons Dr Fodje Tadjougoura, sociologue, écrivain spécialiste de la migration. Moi, je suis Mariam Koulibaly. Les débats, c'est maintenant. Le grand dialogue. Nous allons à présent écouter un reportage de Mohamed Ali sur les 100 migrants venus de l'Algérie la semaine dernière. Après, on se retrouve sur le plateau. On pouvait facilement lire la désolation, l'amertume et le regret sur le visage de ces migrants refoulés. Ils affirment avoir été brutalisés, dénigrés avant d'être évacués hors des frontières algériennes, comme le témoignent ici certains. Si on t'attrape durant les patrouilles, on te frappe sérieusement et de façon inhumaine. Ensuite, on te prend tous tes biens. Des petits enfants adolescents nous lancent des pierres chaque fois. Beaucoup ont reçu des blessures graves suite à cela. C'est qu'on nous a jetés dans le Sahara comme des bêtes sauvages. On a marché plus de 30 km à pied. Moi, j'ai été essoufflé et dépourvu de toute énergie. Les autorités maliennes ont condamné les conditions dans lesquelles ces personnes ont été rapatriées. Elles rassurent toutefois que des dispositions ont été prises pour les retours dans leurs localités respectives et les réinsertions socio-économiques. Yaya Koné, directeur de la cité d'accueil et d'information des Maliens de l'extérieur. Nous avons 227 lits présentement installés. Nous les assistons, les orientons, les informons. Ils ont 3 jours de séjour avec nous. Chaque migrant a un transport qu'ils appellent pocket money. Mais avec la pandémie Covid-19, chacun sort du centre avec un chèque de 300 000 francs. Mais un migrant qui est venu de lui-même, il n'a aucun moyen de pouvoir être couvert par le bénéfice de l'OIM. Alors, Monsieur Keïta, vous venez d'écouter la réaction de quelques migrants. Dans quelles conditions ils sont arrivés ici au Mali? Merci beaucoup et au studio Tamani, à tous les auditeurs, et pour nous avoir donné ce temps d'échanger sur quand même l'une des questions majeures de notre temps, qui est la migration irrégulière. C'est vrai, ces compatriotes qui sont arrivés la semaine dernière, ils ont été accueillis par les autorités nationales, le ministère des Maliens établi à l'extérieur, à travers la délégation générale des Maliens de l'extérieur, et également la Direction nationale du développement social et la protection civile. Ils sont arrivés, c'est des gens qui sont traumatisés. Ils ont vécu vraiment de l'horreur pendant le retour, où certains étaient expulsés pratiquement dans la brousse, entre la frontière entre le Niger et l'Algérie. C'est des conditions d'expulsion extrêmement difficiles pour les compatriotes qui arrivent. Mais je pense que depuis que l'information est tombée sur cette situation, en rapport avec les organismes humanitaires, notamment l'Organisation internationale pour les migrations, des dispositions ont été prises par le gouvernement à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine pour s'organiser et organiser leur envie de leur rapatriement vers le pays. Et vous venez d'écouter, une fois sur place, ils sont pris en charge par la Maison des Maliens de l'extérieur. Alors, Monsieur Konaté, est-ce que vous avez une idée des conditions dans lesquelles ces migrants sont refoulés vers le Mali? Ok, merci madame. Alors donc, nous avons suivi le reportage ensemble et les migrants eux-mêmes ont dénoncé donc, les conditions dans lesquelles ils ont été rapatriés. Certainement, ils ont été également arrêtés donc, dans ces pays, donc dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, en tout cas, à notre niveau, au niveau de l'AME, d'autres organisations de la société civile, nous passons beaucoup de notre temps
à expliquer, à dénoncer aussi, n'est-ce pas, donc les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles donc, les Maliens, migrants maliens, donc, sont traités dans un pays comme l'Algérie, que certainement nous considérons comme un pays frère. Donc nous ne comprenons absolument pas du tout les raisons qui les poussent donc, à agir ainsi. Donc, mais les migrants quand même qui arrivent, ils sont traités dans des conditions extrêmement difficiles. Par an, est-ce que vous avez une idée du nombre de migrants refoulés vers le Mali? De l'Algérie seule ou un chiffre national ou pas que de l'Algérie, mais pas que de la, oui. Peut-être que vous en avez, monsieur? Effectivement, au niveau du ministère, on a un système d'enregistrement qui nous permet d'apprécier le nombre de personnes qui sont rapatriées par an à travers des opérations de rapatriement. Pour les 3 dernières années, 2019, 2018, on était autour de 9000 personnes à rapatrier par le gouvernement et le IEM. 2021, à cause de tout ce que nous avons vu, les difficultés qu'on a dans la traversée des frontières avec la Covid-19, on était un peu plus de 3000 personnes pour 2020. Alors, M. Tandjigora, comment est-ce que vous appréciez ces rapatriements? Monsieur Tandjigora, comment est-ce que vous appréciez ces rapatriements? En attendant de rétablir le réseau avec M. Tandjigora, nous allons poursuivre l'émission. Dans quelles conditions les migrants partent vers ces pays? Qu'est-ce qui les motive? Alors, les causes de cette migration vers ces pays, l'Algérie et puis la Libye, et aussi dans une mesure vers les pays de l'Europe. Bon, la migration déjà, ça s'explique par un certain nombre de facteurs, beaucoup de facteurs d'ailleurs. Quand nous prenons le contexte actuel de nos pays du Sahel qui sont un peu confrontés à une crise depuis un certain nombre d'années, et cette crise aussi qui ne laisse pas vraiment la place à un certain nombre de dispositions qui doivent être prises. Donc, face à la crise sécuritaire, il faut aussi reconnaître la crise liée à l'emploi. On a des systèmes scolaires qui ne répondent pas de plus en plus au système à l'offre du marché. Je pense qu'on a un taux de chômage important pour les jeunes qui sortent aussi de nos grandes écoles. Donc en plus des ruraux qui s'inscrivaient dans une logique migratoire depuis fort longtemps, de plus en plus on a de nouvelles catégories qui apparaissent dans le champ de la migration comme des jeunes diplômés en quête d'emploi. Et là aussi, il faudra aussi dire que la migration dans notre pays, pour certaines contrées, certaines régions du Mali, s'explique par un fait culturel important. C'est la communauté soninké. Je pense que mon collègue Fodi ne me dira pas le contraire. Et la migration fait partie de la formation de l'homme. Un fait de société majeure où il faut migrer pour être considéré vraiment au sein de la société d'origine. Donc on a un ensemble de facteurs qui quand même expliquent cette situation. Bon, l'afflux aussi vers la Libye, il faudra comprendre que depuis 2011, la Libye est confrontée à une crise et qui est quand même en lien direct avec les territoires européens est devenu vraiment un boulevard aussi de passage des migrants vers les pays européens, notamment l'Italie. Donc on a tout un ensemble de facteurs qui sont aujourd'hui réunis et qui font que la migration devient un facteur important, notamment pour les jeunes. Monsieur Mamadou Konaté, vous qui êtes membre de l'association malienne des expulsés, dans quel état d'esprit ces jeunes-là prennent le chemin de l'aventure? Merci. Alors donc, voilà, les causes du départ sont effectivement multiples. Dr Keita en a énuméré certaines. Alors donc, ce que je peux ajouter, c'est que les migrants, les gens partent pour des causes de manque d'emploi, principalement. Et il y a aussi le fait culturel chez les Soninké, même si ajouter à cela aussi les conditions climatiques dans beaucoup de localités de ces pays-là, de ces régions habitées par les Soninké sont difficiles. Donc il y a surtout ce que nous appelons le manque de perspective pour les jeunes. Parce qu'on peut être confronté au manque d'emploi, on peut être confronté au chômage, on peut être confronté, mais quand on est confronté au manque de perspective,
Donc c'est extrêmement difficile, extrêmement grave pour une jeunesse donc, qui se trouve totalement désorientée. Parce que quand vous n'avez plus foi à l'avenir, donc ça veut dire que la seule perspective pour ces jeunes reste donc la migration. Donc c'est de partir, aller tenter sa chance, parce qu'ils pensent que déjà sur place, il n'y a plus de possibilité pour eux donc d'émerger, donc d'avoir un avenir. Alors donc, ça, ils ont déjà tourné la page sur le plan national. Donc il faut partir pour, n'est-ce pas, donc avoir une chance donc d'être considéré donc au sein de la société et de pouvoir donc aider sa famille, avoir le sentiment d'exister. Parce que quand vous ne servez à rien, entre guillemets, parce que vous n'arrivez pas à contribuer donc, aux charges de la famille, vous n'arrivez pas à vous prendre vous-même en charge, donc et ça donne souvent le sentiment de ne servir à rien. Alors donc pour mettre fin à cela, les jeunes préfèrent partir. Pour beaucoup d'entre eux, en connaissant des causes, c'est-à-dire que en sachant bien que en traversant le désert, c'est extrêmement dangereux. Donc en se jetant dans l'eau, c'est extrêmement dangereux, c'est au prix de leur vie. Mais ils disent souvent, ils vous répondent que mourir en tentant sa chance vaut mieux que de mourir rester assis. Monsieur Boulaye Keita, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens établis à l'extérieur. Maintenant, nous voyons que les femmes et les enfants aussi s'y mettent. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que c'est récent? Oui, justement, quand on prend un peu l'histoire des migrations, en tout cas dans notre pays, la migration reste fondamentalement dominée par les hommes, par les jeunes hommes. Mais de plus en plus, il n'est pas aussi rare de voir sur ces routes de la migration irrégulière des femmes aussi qui s'engagent dans ce processus. Mais plus grave encore, des enfants mineurs non accompagnés qui s'engagent et qui, quand même, il faudra les reconnaître, subissent des difficultés majeures durant tout le long du parcours migratoire. Que sont les femmes et puis les enfants. Les difficultés qu'ils rencontrent. Les difficultés, c'est des violations vraiment graves des droits de l'homme. Nos collègues de l'AME en travaillent beaucoup là-dessus. Et l'AME, je profite de votre micro pour quand même les remercier. C'est un partenaire important pour le ministre qui assiste beaucoup de nos compatriotes en difficulté. Là aussi, c'est des gens qui sont recrutés pendant vraiment tous les passages migratoires et aussi bien par des groupes armés, des milices privées, bon, souvent aussi par certains agents en charge de la gestion des frontières, malheureusement. Et c'est une réalité, mais c'est une nouvelle quand même question qui a émergé au sein des flux migratoires de notre pays. Ça s'explique tout simplement par vraiment un contexte difficile, globalement. Et aussi, comme moi je suis d'accord avec le collègue de l'AME pour dire que les gens s'inscrivent plutôt dans une idée qu'il n'y a pas de perspective d'avenir et que peut-être l'avenir serait ailleurs. Même si ailleurs aussi, dans la plupart des cas, c'est l'incertitude, c'est l'impasse. D'où un peu le message en tout cas du ministère, de l'État, c'est de bien réfléchir et avant de s'engager dans un parcours périlleux qui conduit vraiment à l'impasse et à la tragédie. Monsieur Mamadou Konaté, vous rencontrez souvent des migrants, femmes et enfants? Oui, bien sûr. Comme l'a dit le Dr Keita, effectivement, on rencontre de plus en plus de femmes et d'enfants dans la migration. Et c'est cette catégorie extrêmement vulnérable parce que pour les femmes, c'est généralement des cas d'abus. Et pour les enfants, donc ils sont sans défense généralement. Donc quand ils ne sont pas accompagnés, donc ils sont exposés à toutes sortes de difficultés, donc d'abus. On les utilise pour travailler. On peut même les utiliser dans les violences par les groupes armés. Mais quand on voit les migrants traverser ce genre de situation, on a tendance à les juger. Mais est-ce qu'ils sont au courant de ces risques avant de partir? Ils sont conscients de ces risques-là? Oui, comme je le disais, pour certains, ils sont au courant, mais comme ils sont en manque de perspective, donc ils y vont quand même. Mais d'autres jeunes aussi
et ne sont pas du tout au courant, n'ont pas l'information donc des dangers réels qui se trouvent donc et dans le Sahara et dans la Méditerranée. Ils peuvent être tombés aussi entre les mains de passeurs très peu recommandables. Donc certains, il y a une catégorie qui ne sont pas vraiment informés, donc qui ont besoin de la bonne information donc pour ensuite prendre la décision. Parce que la décision de partir ou de ne pas partir, donc c'est pour... ça appartient à chaque personne. Lutte contre l'immigration clandestine, est-ce réellement une priorité pour les autorités du pays? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Alors, M. Keïta, comment est-ce que ces migrants arrivent à traverser les frontières? Comment est-ce qu'ils passent? Bon, la traversée des frontières, en tout cas par les flux de migration irréguliers, c'est d'abord, comme je viens de le dire, c'est le recours aux passeurs. C'est le recours aux passeurs. Et c'est des fonds extrêmement importants qui sont également investis dans ce passage d'une frontière à l'autre. Et le passeur, on le sait très bien, c'est des gens qui se sont investis comme un véritable métier dans ce secteur-là. Donc je pense qu'il y a une nécessité de renforcer vraiment la lutte contre les réseaux de passeurs qui souvent, pour avoir des ressources, n'hésiteront pas à conduire vraiment les gens en état d'esclavage. Ça a été dit, les enfants sont souvent enrôlés dans des groupes armés, dans des groupes terroristes. Donc, le recours aux passeurs durant tous les parcours est nécessaire. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, comment se financer ces jeunes-là? Souvent, c'est là où j'ai des petites discussions avec nos partenaires de la société civile. J'ai dit, bon, attention, ces jeunes-là, quand on les prend sociologiquement, c'est des gens qui bénéficient d'appui des parents pour partir en migration. Souvent, vous trouverez que c'est des jeunes de moins de 18 ans, 17 ans, 16 ans, 18 ans, en tout cas, maxi autour de 25 ans. C'est-à-dire que c'est les réseaux des parents même, ou des amis, qui contribuent au financement de ce voyage-là. De ce voyage périodique n'étant plus ou moins sûr que ça peut marcher. Mais certains n'ont un retour sur l'investissement qu'ils ont eu à faire sur oui, mais justement, c'est ça. Mais c'est que dans un premier temps, la migration, en tout cas dans des communautés qui se sont installées depuis fort longtemps, c'est que si le grand frère partait, pour revenir ou pour des besoins de retraite ou pour assurer la fonction de chef de famille, il trouvait les moyens d'envoyer un des frères qui aussi s'occupait des autres. C'était l'époque où la migration, c'était vraiment au service de la famille, où le migrant, c'est essentiellement, il est allé en mission pour prendre en charge sa famille d'origine. Mais par le temps, on sait que les choses ont changé. Aujourd'hui, les difficultés sont réelles. Vous envoyez un jeune en France, il peut rester des années et des années sans disposer d'une situation administrative. Donc, ça veut dire qu'il reste dans la clandestinité pendant des années et des années, après avoir connu des parcours difficiles. Là, sans disposer même des statistiques réelles, souvent, c'est des centaines de jeunes Maliens qui meurent par an sur les routes migratoires. En 2015, le Mali a identifié formellement, avec l'accompagnement des parents et des collectivités, 376 jeunes qui sont morts dans la Méditerranée. Est-ce qu'on n'aurait jamais les chiffres exacts sur le nombre de morts dans le désert, dans le Sahara? Je ne pense pas. Il y a de nombreux disparus où personne ne dispose d'informations. Donc c'est pour dire que, pensant qu'une fois que l'enfant est là-bas, en retour, on peut bénéficier des avantages, je pense que c'est une idée qui est aujourd'hui dépassée. Il faut plutôt s'inscrire dans d'autres logiques. Comment aider ces jeunes avec un accompagnement, bien sûr, un accompagnement dans l'insertion, dans la formation, ou tout autre accompagnement, en milieu rural comme en milieu urbain, au lieu que de se mettre dans la logique de financer seulement la migration irrégulière. Donc, les passeurs jouent un rôle fondamental. Mais les parents aussi qui financent ces voyages, je pense qu'il y a une nécessité aussi aujourd'hui de s'inscrire dans d'autres logiques que dans le financement de la migration irrégulière. Parce que même là où nous partons aujourd'hui, les conditions ne sont plus comme avant. Les activités économiques, les emplois qu'ils ont refusé d'occuper il y a 30 ans, il y a 40 ans, aujourd'hui les nationaux de ce pays occupent ces emplois-là. Donc je pense que la nécessité quand même c'est de voir qu'est-ce qui est possible chez nous. Parce que si on se met à l'idée que rien n'est possible chez nous, c'est qu'on ne s'engagera dans rien. Je pense que c'est là où il y a la nécessité d'informer, de sensibiliser et de conscientiser d'abord les jeunes. Mais en plus des jeunes, c'est toute la communauté locale aussi qu'il faudra conscientiser. Mais est-ce qu'au niveau de votre ministère, là, ce travail est fait? Justement, je pense qu'au niveau du ministère, nous avons un certain nombre de stratégies en matière de lutte contre la migration irrégulière. Dans un premier temps, c'est la prévention de la migration irrégulière, que nous faisons d'ailleurs bien avec nos partenaires de la société civile. L'information et la sensibilisation au niveau des communautés locales, dans les villages, auprès des parents, auprès des communautés, et aussi des migrants de retour souvent, dont nous faisons un recours, qui relatent leur parcours difficile. Dans tout ce que nous faisons comme activité de communication, nous sommes avec des migrants de retour qui ont connu des parcours très très difficiles,
pour essayer de conscientiser les jeunes. Donc, la prévention de la migration irrégulière est une démarche, la première démarche que nous menons dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Deuxième démarche, c'est que nous pensons aussi, quand vous informez les jeunes, ils posent tout de suite la question, alors, ok, maintenant, vous nous demandez de ne pas partir, mais à retour, qu'est-ce que vous proposez? Donc, je pense que c'est dans ce sens maintenant que la question de l'emploi, la question de l'insertion se pose aussi. Nous, effectivement, au niveau du département, comme en lien avec d'autres départements, on a des financements pour accompagner des jeunes qui sont porteurs de projets, migrants de retour ou jeunes candidats potentiels, mais aussi un partenariat a été développé avec un certain nombre de partenaires internationaux comme l'OIM, qui, ces 3 dernières années, en plus des efforts du gouvernement, il y a plus de 10 500 jeunes qui ont été accompagnés avec l'OIM dans l'insertion socio-professionnelle. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelques stratégies. Maintenant, troisième stratégie qui relèverait plutôt d'un cadre interministériel plus vaste, ça, c'est la lutte contre les réseaux de passeurs. Ça, c'est vraiment la lutte contre les réseaux de passeurs qu'il faudra accentuer. Et sans ça, je pense que ces 3 facteurs, si ne sont pas corrélés, ça va être difficile d'arriver à bout vraiment le départ irrégulier. Mais l'information déjà, aujourd'hui pratiquement, moi, toute la semaine dernière j'étais à Gao, mais juste avant j'étais à Sigassou. Donc ça faisait moi, je n'ai pas fait une semaine à Bamako, que des activités d'information, mais aussi des activités de renforcement de capacité des acteurs qui sont dans le domaine. Les organisations de la société civile, les services techniques de l'État, mais aussi de plus en plus, très prochainement, nous comptons aussi former des réseaux de journalistes sur la migration. Donc tout ça pour dire qu'il faudra une meilleure compréhension de cette thématique et pour ensemble, parce que la migration c'est quand même un défi commun, il n'y a pas que la responsabilité de l'État, mais il faut que chacun à son niveau puisse contribuer à mieux gérer. Monsieur Mamadou Konaté, vous venez d'écouter Monsieur Keïta, il vient de proposer beaucoup de solutions. Pensez-vous que c'est suffisant? Bon, oui, merci. Bon, effectivement, ces mesures ne sont pas tout à fait suffisantes pour freiner, en tout cas, donc, le flux migratoire. Mais bon, c'est des efforts que le gouvernement fait, qu'il faut saluer à sa juste valeur, qu'il faut peut-être, nous, à notre niveau, dans notre travail, donc, en tant que société civile, nous pouvons avoir quelques critiques à formuler donc, à l'égard donc, de ces stratégies développées par le ministère pour mettre fin, pas seulement le ministère, le gouvernement, donc pour mettre fin à cette situation. Alors donc, peut-être surtout dans l'accompagnement, nous pensons que le gouvernement peut faire mieux. Parce que généralement, dans l'accompagnement des migrants porteurs de projets, la plupart, en tout cas beaucoup, ne sont pas aptes à concevoir d'abord un projet et ensuite donc à gérer un projet lorsqu'il est par exemple financé. Alors donc je pense que ça c'est un défi extrêmement difficile qui ne concerne pas seulement que le ministère d'ailleurs, concerne tout le monde, qu'il faut donc appuyer pour que ceux qui sont porteurs de projets puissent, une fois le projet décroché, puissent avoir un véritable accompagnement pour que ce soit une réussite. Parce que c'est la seule condition pour qu'il n'ait plus envie donc, de repartir dans l'aventure. Alors donc nous avons une autre inquiétude, peut-être comme ce que nous avons vu par exemple au Sénégal, c'est de mettre un peu dans la même case les passeurs et les parents. Vous avez vu, au Sénégal, les parents donc du petit Doudou, je crois que c'est Doudou, donc ont été condamnés. Le père a été condamné pour avoir encouragé son enfant donc à partir. C'est vrai, malheureusement, l'enfant est décédé. Donc, lors du renversement de leur pirogue, l'enfant est décédé. Et donc, l'État a fait un procès au père donc, de l'enfant, effectivement. Et donc, il a été condamné, jugé et condamné. Bon, c'est vrai que le père a certainement encouragé le petit à partir. Il a même certainement payé, donc, financer son voyage. Mais de là, donc, à condamner le parent parce que, au fond, l'objectif du père, ce n'était pas donc de pousser son enfant à
aller se noyer donc, dans la mer. C'était donc d'ouvrir une perspective et de construire un avenir pour son enfant. Et donc ça a été un échec, malheureusement. Donc nous avons cette inquiétude-là et j'espère, parce que nous sommes en train, avec d'autres collègues en tout cas de la sous-région, donc de combattre donc, cette situation. Donc il peut prendre d'autres envergures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être la famille des migrants qui partent en situation irrégulière. Mais demain, ça peut concerner aussi les organisations de défense des droits des migrants, comme ça se fait dans d'autres pays actuellement. Monsieur Boulaye Keïta, nous constatons depuis un moment que des pays africains comme l'Algérie, la Mauritanie refoulent les migrants. Qu'est-ce qui pousse ces pays à chasser les migrants de leur territoire? Est-ce que ces migrants sont en situation irrégulière ou bien ils dérangeraient la population? Qu'est-ce qui les pousse vraiment à chasser ces migrants-là? Bon, déjà par rapport aux deux pays, je signale qu'avec la Mauritanie, le Mali a une convention de libre circulation et de droit d'établissement depuis 1963 qui, dans la pratique, pose problème. Et la commune frontalière avec la Mauritanie, Gogui, pratiquement c'est tous les jours que nous recevons non seulement des Maliens, mais aussi d'autres ressortissants de la sous-région qui sont expulsés. Je pense que ça rentre dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière de façon globale de ces pays. Parce que la Mauritanie, il faudra reconnaître, la Mauritanie est un pays qui est sur le chemin des routes migratoires vers l'Europe. Et depuis 2 ans, je pense qu'il y a une réactivation de cette route migratoire vers l'Espagne à travers les îles Canaries. Et je pense que la Mauritanie est revenue encore un peu dans la situation de 2006-2007 où, avec l'accompagnement de l'Union européenne, il s'était mis dans une lutte farouche vraiment contre les migrants qui étaient représentés sur leur territoire, et cela au détriment des conventions qui existent entre nos pays. Donc je pense que c'est plutôt ça. La Mauritanie est représentée plutôt comme un pays de transit pour la plupart des migrants et non un pays d'immigration. Je pense que l'Algérie aussi, c'est dans les mêmes dispositifs. C'est dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Mais là, je pense qu'entre guillemets, on utilise plutôt pour la sécurité intérieure du pays qu'il faudra mettre en place un certain nombre de dispositifs pour mettre à l'écart tous ceux qui résident dans ces pays. Et souvent là aussi, je le dis très honnêtement, c'est sans tenir compte vraiment de ce qui existe en termes de convention là-dessus. Je pense qu'au niveau de l'État, il y a beaucoup de discussions en cours sur ces questions pour au moins appliquer ce dont les États ont convenu. Nos collègues de la société civile en travaillent beaucoup sur la question, mais ça rentre un peu dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière avec un peu l'extension des frontières européennes sur l'espace africain en réalité. On avait perdu le contact avec M. Tandjigora. M. Tandjigora, nous constatons depuis un moment que certains pays africains comme l'Algérie et la Mauritanie refoulent les Africains. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation en tant qu'analyste? Alors, merci madame pour m'avoir associé à ce débat. En fait, je remercie monsieur le conseiller technique, Dr Boulaye, pour ses explications. Effectivement, des pays comme l'Algérie et même certains pays, n'est-ce pas, de l'Afrique qui ne refoulent pas, mais qui violent allègrement les textes de libre circulation, d'installation et d'établissement qui sont signés entre les États membres de la CEDEAO. Maintenant, pour le cas de l'Algérie, c'est tout simplement un déni de justice, un déni de texte, parce qu'il y a un protocole de libre circulation avec un certain nombre de pays du Maghreb. Donc, ce qui devait se faire, c'est que c'est probablement le ministère en charge de la question qui doit renégocier davantage les mêmes accords qui existent et soit dénoncer à la fois les abus ou les manquements à ces accords qui existent depuis très longtemps. Et les associations de société civile également doivent également prendre à bras le corps ce problème de déni du droit des migrants que l'on voit assez souvent, soit au Maghreb et même dans certains pays d'Afrique comme le Cameroun ou comme la Mauritanie. Et donc finalement, c'est quand même une façon pour ces États de violer les lois. Et c'est à nous quand même de rappeler les textes en vigueur. Et la société civile joue un grand rôle dans ce sens.
Monsieur Konaté, est-ce que les migrants sont hors la loi? Quelle est leur condition une fois qu'ils ont dépassé les frontières maliennes? Quels sont leurs statuts? Ils sont vus comment? En fait, les migrants, une fois que, bon, pas seulement les migrants, toute personne, quand vous traversez, vous quittez votre pays, bon, vous êtes certainement sous la protection du droit international, parce qu'il y a le droit international qui régit donc les questions entre les différents pays. Et donc, effectivement, comme mes petites sœurs l'ont dit, bon, nous constatons tout simplement un refus, enfin, de la part de ces pays-là, donc d'appliquer ce sur quoi ils se sont engagés avec le Mali, et donc en termes de convention entre nos deux pays. Donc, c'est de permettre qu'un Malien, par exemple, puisse circuler en Mauritanie, et donc jusqu'à un certain délai, sans être donc soumis donc à d'autres critères donc de séjour qui frappent d'autres nationalités. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons cette convention. Sinon, pour quelle raison on signerait une telle convention entre les deux pays et donc et qu'il n'y ait aucun bénéfice, n'est-ce pas, donc pour les ressortissants donc de ce pays. Et je profite donc de votre micro et pour en tout cas lancer un appel à tous ces pays qui ne respectent pas les conventions. Ce sont leurs propres engagements. Donc ils se sont engagés à respecter sur quoi ils se sont engagés. Ils doivent tout simplement respecter leur engagement. Donc et éviter les souffrances aux Maliens donc de la Mauritanie. Et vous avez vu, ces derniers temps, il y a beaucoup de Maliens qui viennent de la Mauritanie. Et l'Algérie, c'est depuis quelques années déjà. Donc, presque tous les subsahariens se plaignent du comportement de l'Algérie. Et pourtant, nous avons, en tout cas, entre guillemets, de bonnes relations avec, en tout cas, notre pays a de bonnes relations avec l'Algérie. Voilà, donc on ne comprend absolument pas ces traitements imposés à nos concitoyens, même s'ils ne sont pas en règle. Donc, ils doivent être traités dignement. Alors, M. Boulaye Keïta, les migrants repêchés de la mer sont-ils directement renvoyés dans leur pays? Sinon, pourquoi? Alors, c'est vrai que ça dépend un peu de là où ils ont été pris en charge. Je sais que pour le cas de la Libye, c'est extrêmement compliqué. Il y a des gens qui ont été effectivement arrêtés sur les eaux libyennes, mais juste après, ils ont été encore enfermés. Dans des camps. Dans des camps de milices privées souvent, où il a fallu à ce moment-là des négociations avec les organisations humanitaires, l'OIM ou le HCR, pour les faire sortir. Et une fois sortis de ces conditions, c'est des opérations de rapatriement qui sont organisées pour les amener vers le pays. Sinon, si c'est du côté européen, généralement, ils sont accueillis aussi dans ces pays-là, conformément vraiment aux législations qu'ils ont en cours au niveau national. Ils sont accueillis par l'Italie, accueille énormément de nos ressortissants ouest-africains. Et aussi l'Espagne accueille aussi de nombreux ressortissants aussi qui, une fois arrivés sur leur territoire, quand même, ils sont pris en charge. Monsieur Tandjougoura, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé il y a de cela quelques jours qu'elle suspendait ses activités dans certaines prisons de la Libye parce qu'ils avaient constaté des mauvaises traitements face à ces migrants-là. Et il y avait des conditions de détention vraiment qui ne plaisaient pas à l'organisation. Certains de leurs agents aussi ont été agressés dans leurs activités. Que représente vraiment la suspension de cette activité-là pour ces migrants enfermés dans ces camps? Bon, j'entends mal, mais je crois comprendre que ce sont les conditions de détention des migrants. Je pense que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Oui, en fait, d'abord, la question migratoire, c'est une question de souveraineté nationale. Ce sont les États qui décident qui accueille, qui n'est pas accueilli. Mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, il y a un certain nombre de traitements qui doivent être réservés à des catégories d'individus, même s'ils sont en infraction par rapport à la législation d'entrée et de séjour. On a constaté pour le cas de la Libye, on a même constaté pour certains pays, n'est-ce pas, d'Afrique centrale, notamment en Angola, avec l'opération Expatriardo, où on a fait refouler des gens dans des conditions souvent inhumaines. Et donc,
tout ceci, ce sont les organismes tels que l'OIM, tels que le HCR, qui peuvent mettre la pression parce que l'État malien n'est pas dans cette posture de vouloir imposer quoi que ce soit, parce que la question migratoire est une question de souveraineté. Et c'est aux organismes internationaux en charge de la question de rappeler certains États et même de les sanctionner par rapport à la question de traitement inhumain, cruel et dégradant affligé à certains migrants et en situation d'infraction à la législation d'entrée et de séjour. Aussi illégaux qu'ils soient, ils méritent quand même un traitement humain et des conditions saines d'acheminement dans leur pays, comme ça se doit sous d'autres cieux. Monsieur Konaté, la situation de la Libye, est-ce qu'elle est particulière? Des ONG qui commencent déjà à suspendre leurs activités, est-ce que les migrants ou bien les pays dans lesquels ces migrants-là viennent doivent avoir peur? Oui, absolument. La situation de la Libye est tout à fait particulière. Déjà, la situation politique du pays est particulière. Et donc, je crois que c'est cela qui a eu des répercussions sur la situation globale. Mais déjà, bien avant que l'arrivée de cette situation, les migrants souffraient aussi, ils étaient l'objet de violations de leurs droits. Sur ce point, effectivement, on a vu la pratique de l'esclavage dans ce pays. Et donc ça, c'est quand même assez particulier. Donc pour être en tout cas condamné et décrié par tout le monde. Monsieur Boulaye, nous constatons maintenant que les pays européens durcissent vraiment les mesures contre la venue de ces migrants. Ils emploient des moyens financiers et beaucoup d'argent vraiment pour lutter contre ces phénomènes-là. Est-ce que ça, c'est une solution? Quelle est la solution que vous proposez aujourd'hui? Bon, nous, la solution que nous proposons déjà par rapport à la gouvernance de la migration, c'est d'avoir vraiment ce cadre de dialogue-là avec tous les pays partenaires ou tous les pays qui reçoivent nos compatriotes, quels qu'en soient les statuts. Je pense qu'on ne pourra pas avoir d'autres alternatives à la gestion de la migration. Et mon collègue Faudier vient de rappeler, la gestion de la migration déjà relève de la souveraineté de chaque État, même s'il y a des conventions internationales qui nous lient. Mais malheureusement, les États aussi ont élaboré des outils, des cadres législatifs pour mieux gérer cette question à l'intérieur. Nous pensons qu'il faudra gérer la migration dans une vision humaniste. Parce que la migration, c'est un élément fondamental de l'histoire du monde. Ce qui contribue, il n'y a pas que vraiment la misère, il n'y a pas que la détresse derrière la migration. La migration, c'est un facteur d'enrichissement aussi culturel et de développement réciproque des pays d'origine, mais aussi des pays d'accueil. Et je le disais quelque part qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité vraiment qui sont des secteurs vitaux de l'économie de certains pays. Et c'est essentiellement des communautés étrangères qui travaillent dans ces secteurs-là. Je pense qu'il nous faudra ensemble travailler à promouvoir la migration légale, c'est-à-dire aller chercher des opportunités d'emploi réelles dans ces pays. Ça existe, il y a certaines filières sous tension où on pourra envoyer des jeunes formés depuis nos pays et pour les envoyer en toute sécurité, travailler et revenir dans le cadre de la migration professionnelle ou circulaire. D'autre part, je pense qu'il faudra aussi mettre en place vraiment des dispositifs d'accompagnement des jeunes et avec un mécanisme de suivi aussi rigoureux. Tout en disant que partout où nous allons aujourd'hui, il y a des difficultés. Et je pense que chez nous encore, on a des ressources à exploiter. Et faisons confiance à ces ressources-là et faisons aussi confiance à nos compétences. Sinon, je dis qu'en matière de gouvernance de migration, vraiment notre pays est un modèle. Nous sommes le deuxième pays de l'Afrique de l'Ouest à disposer d'un document de politique nationale de migration qui est vraiment la boussole de l'État et de ses partenaires sur la migration. Nous, aujourd'hui, au niveau africain aussi, je pense que nous assurons la présidence au niveau du comité technique et spécialisé de l'Union africaine sur les questions de migration, de réfugiés et déplacés internes. Donc, ça fait que nous avons une certaine longueur d'avance par rapport à d'autres pays, en tout cas en ce qui concerne la conception des outils. Et concernant les rapatriements aujourd'hui, l'assistance à nos compatriotes, nous sommes le premier pays de la sous-région qui a rapatrié beaucoup plus. Au moment où nous sommes à 7 000, 8 000, 9 000, la plupart des pays arabes sont encore les pays qui sont au-delà de 3 000 par an. Donc pour dire que vraiment il y a un engagement politique très fort pour mieux gérer en tout cas encore la migration, mais nous sommes disposés vraiment à un dialogue très fort avec les pays partenaires sur la question. Monsieur Tandjigora, est-ce que les moyens financiers déployés pour lutter contre le phénomène par les pays européens, on ne peut pas injecter cette somme-là dans les pays africains à travers la création de projets pour les jeunes et les dissuader d'aller à l'aventure?
Oui, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de conclusions des chercheurs indiquent, c'est-à-dire que les fonds alloués dans la sensibilisation des migrants et dans la médiatisation de la migration irrégulière, alors même qu'on pouvait investir ces montants dans la mise en œuvre des potentialités dans les pays de départ. Si on prend par exemple la région des Cailles, il y a pas mal de localités telles que Bafoulaville, telles que Yélimane, telles que d'autres zones qui possèdent des cours d'eau, des forêts, des potentialités qu'on pourrait mettre en œuvre pour fixer des populations potentiellement migrantes, notamment la couche juvénile. Parce qu'une chose est de sensibiliser, l'autre est de proposer une nouvelle offre à la jeunesse, une raison qui vaille la peine qu'elle n'aille pas à la migration irrégulière. Je pense que c'est l'une des solutions que les conventions des différents pays doivent proposer. Mais je crois savoir que dans le plan d'action du ministère, il y a la sensibilisation. Il y a quand même la sensibilisation, mais ce qu'il faut ajouter, c'est la mise en œuvre des potentialités au départ. Si on regarde le fonds fiduciaire, si on regarde même les autres formes de fonds alloués à la lutte contre la migration irrégulière, ces montants peuvent servir à créer des AGR dans les villages pour aider les jeunes à pouvoir vivre et se prospérer sur place. Mais je m'empresse d'ajouter que malgré qu'on puisse faire cela, certains jeunes, certaines catégories de jeunes souhaitent quand même migrer malgré que l'on puisse leur donner une nouvelle offre. C'est-à-dire que la pauvreté n'explique pas toujours les départs. Certains jeunes voudront coûte que coûte partir parce qu'ils veulent être comme les aînés qui sont partis, qui viennent avec des valises neuves et qui sont considérés comme l'élite, comme l'aristocratie locale. Donc, ils ne partent pas parce qu'ils sont dans la misère, mais parce qu'ils veulent être considérés. Donc, c'est vrai, on peut faire des projets à la base, mais certains voudront quand même partir pour faire partie de cette nouvelle élite locale. Monsieur Mamadou Konaté, durcir le ton face à ces nouveaux migrants-là, est-ce que c'est la solution pour lutter contre les phénomènes? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, nous, à notre niveau, nous proposons aux États déjà de faciliter les conditions d'accès au visa. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent chercher le visa en vain. Et ensuite, ils prennent le chemin donc, de la migration par la route. Alors donc, nous pensons qu'il faut, en tout cas, en tant que société civile, c'est ce que nous recommandons, c'est de faciliter les conditions d'accès au visa, donc c'est-à-dire les conditions d'accès dans ces pays-là, donc pour les jeunes. Alors donc le durcissement des conditions, je veux dire en imposant à nos États donc de redéfinir les politiques de frontières, en poussant les frontières européennes jusque dans nos pays. Donc de notre point de vue, il y a déjà une violation ici. Bon, c'est vrai. Vous prenez le cas du Niger. Le Niger est un pays membre de la CEDEAO. Et la CEDEAO est un espace de libre circulation. Mais c'est extrêmement pas facile pour beaucoup de migrants de traverser, par exemple, le Niger, tout simplement. Parce qu'ils sont soupçonnés de vouloir partir donc, vers le nord. Alors qu'il y a un accord dans lequel, effectivement, donc, le Niger s'est engagé, au même titre que d'autres pays africains, à laisser les citoyens de cet espace-là de circuler librement. Alors donc, nous voyons que le droit à cette liberté de circulation est mis à mal par le Niger, même si donc on sait que la migration est une question nationale, en tout cas une question de souveraineté nationale, mais il y a des accords, il y a des protocoles, il y a en tout cas différents textes dans lesquels le pays s'est engagé à respecter. Et donc, comme on le dit, le respect de ses propres engagements aussi fait partie de la situation de crédibilité d'un État.
Lutte contre l'immigration clandestine, est-ce réellement une priorité au Mali? C'était le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nos invités étaient M. Boulaye Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens établi à l'extérieur, M. Mamadou Konaté, chargé juridique à l'Association malienne des expulsés, Dr Fodjet Tandjigora, sociologue, écrivain et spécialiste de la migration. Moi, je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. Elle a été coordonnée par Mohamedou Touré. On s'est dit à demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.